À 32 ans, Katagiri Hiroki est un employé modèle de la compagnie de transport Airport Limousine qui fait la liaison entre l'aéroport de Haneda et les hôtels de Tokyo. Chaque jour, depuis 10 ans, il assure confort de conduite et discrétion, ponctualité et service. Mais le soir venu, lorsque Katagiri raccroche sa casquette, il ne rentre pas chez lui retrouver femme et enfants, non. Il est célibataire. Il aimerait bien que les choses changent d'ailleurs de ce point de vue-là, mais il est timide, maladivement timide, tellement timide qu'il n'a jamais vraiment osé aborder de filles d'ailleurs. Alors, comme beaucoup de célibataires endurcis de son âge, il se consacre à ses hobbies. Il en a 3. Les maquettes militaires japonaises de la Seconde Guerre mondiale, le baseball et surtout la pornographie. Et c'est là que vous devez vous demander le genre de perversion que notre ami peut bien avoir, ayant déjà un inventaire impressionnant des capacités humaines en la matière. Eh bien, accrochez-vous à vos bretelles, décollage immédiat. Dans la DVD Tech boulière de Katagiri, les grandes œuvres fétichistes qui ont marqué l'histoire de la perversion tiennent une place de choix. Des héros voleurs de culottes, de chaussettes, de godasses, des voyeurs et des exhibitionnistes, enfin que des choses tellement saines et ludiques. Alors oui, c'est vrai que notre jeune ami a les tripes qui se nouent dès qu'il doit parler à une femme et qu'il aimerait tellement avoir le courage de ces héros animés qui pillent les cordes à linge, les lavomatiques et les vestiaires. Mais il sait qu'il n'en aura jamais le courage. Non, tout ça est bel et bon, mais son petit plaisir à lui est bien plus simple à se procurer. Il aime tellement cette petite pièce de coton ou de matière synthétique tenue par 2 élastiques, souvent humides et qu'il faut changer chaque jour et qui passe son temps au contact de la peau de ces dames. Il aime ça et il en veut toujours plus pour sentir cette sensation sur sa peau à lui, juste après l'avoir arrachée à sa propriétaire encore chaud et humide. Alors, tel un junkie en plein manque, il saute sur son vélo dans l'obscurité des ruelles de Kamata et d'un geste sûr, glissant son doigt sous le rectangle de tissu et tirant d'un coup sec leur vol, leur masque. Oui, vous pouvez cocher une nouvelle case dans votre grand inventaire. Katagiri est fétichiste des masques chirurgicaux portés par des jeunes femmes et vient d'ailleurs de faire les frais de cette inclinaison particulière. Déjà interpellé le 12 mars pour avoir arraché le masque d'une étudiante de 20 ans dans les rues de Kamata, vers 1h du matin, puis le 8 avril, celui d'une lycéenne de 17 ans, il avait écopé d'une amende et d'un avertissement légal porté à son casier judiciaire. Mais la frénésie de cet été lui aura été fatale. Une nouvelle fois arrêté pour le vol d'un masque directement sur la figure d'une jeune employée de 22 ans le 13 août dernier, la police a fini par l'arrêter suite à la plainte de la victime. Avouant son penchant érotisant pour l'objet, la police a procédé à une perquisition et retrouvé plus de 100 masques, répertoriés et rangés dans des classeurs avec date, heure et âge supposé de la porteuse. Il a été renvoyé de son travail et risque une très forte amende et même de la prison avec sursis. Affaire à suivre. Enfin, pas de trop près quand même, geste barrière, tout ça. Ouais, je voulais faire une vanne là, rapport au masque, mais finalement non, je renonce, je suis fatigué. Ça use quand même ces histoires. Refermons un instant, si vous le voulez bien, le grand livre de la perversion humaine pour ouvrir celui de la bêtise, non moins épais, mais souvent bien moins drôle. Si nombre de jeunes gens se rêvent un destin criminel au détour d'un polar, d'un film noir ou du récit épique de bandits de grand chemin, ils le font en général avec recul, reléguant cela à l'étage des fantasmes et laissant leur morale indiquer la sortie. Ceux plus rares qui, nourris de misanthropie, de perversion morbide et d'une solide couche de poison idéologique, passent à l'action, le font généralement dans un flot de sang et épouvant durablement leurs contemporains. Mais il existe un niveau intermédiaire à cette alternative, une espèce de purgatoire de la délinquance débile, quelque part entre le dodo et Mr Bean. J'ai nommé le petit gars qui improvise un braquage à la dernière minute avec les moyens du bord parce que... pourquoi pas. Et c'est justement ce qui est arrivé aux employés du Starbucks de Komaki le 12 août dernier. En effet, ce jour-là, une jeune serveuse à mi-temps de 19 ans et ses collègues ont bien failli mourir de rire. C'est le jour que M. Okono Yasuhiro, 25 ans, travailleur intérimaire, avait choisi pour vivre son rêve de grand banditisme à moindre frais.
Alors, passant devant son Starbucks habituel, il eut une pulsion irrépressible, entré dans l'histoire comme le plus grand braqueur de coffee shop du monde, ou bien simplement une idée à la Après s'être équipé en conséquence, volant l'objet adéquat au 4e étage du centre commercial, il remonta son masque chirurgical, l'ajusta sur son nez et, poussant la porte de l'établissement d'un pas décidé, hurla, enfin timidement, « Ceci est un hold-up, donnez-moi l'argent de la caisse », tout en brandissant en direction de la petite caissière éberluée le tuyau d'un extincteur. Bien entendu, la jeune fille n'en fit rien et ne put s'empêcher de s'écrouler de rire, entraînant avec elle ses collègues hommes et femmes. Un agent de sécurité ne tardera pas à désarmer le jeune gangster qui, comble de la loose, n'avait même pas retiré la goupille de l'extincteur. Il a été remis à la police, qui l'a elle-même remis à un hôpital, car le jeune homme semble souffrir de surmenage. Ah, je ne sais même pas si je dois dire affaire classée, là, du coup. Si ça se trouve, en sortant de l'hosto, il va braquer une blanchisserie avec un poireau. Paf, bim, l'escalade, et... Non, on va dire affaire à suivre, plutôt. On ne le répétera jamais assez, mais bon, ok, vous connaissez la musique, le Japon est le pays le plus sûr du monde, tout ça. Mais parfois, le danger peut surgir de n'importe où, s'attaquant au fondement même de la civilisation humaine. Lorsque notre monde s'affaisse et que l'on se sent vaincu, ne reste que l'espoir d'un monde meilleur qui ne laisserait personne derrière. Cet été, nous l'avons vu, les gangs Yakuza ont remis l'attentat fessier au goût du jour, poignardant les joufflus et truffant de plomb les popotins hostiles. Cette méthode particulière semble faire florès jusque dans le monde animal, semant le chaos et la terreur dans les campagnes reculées de Kyushu. Un nouveau gang de poinçonneurs de miches peut-être Fions-nous à la presse locale pour pénétrer cette étrange histoire. Le 12 septembre dernier, un homme de 75 ans s'est présenté au dispensaire du village de Wakamatsu, un trou perdu près de Kitakyushu, le fessier amoché accusant un pauvre singe du forfait. L'ancêtre déclara qu'il admirait le macaque manger des noix et que celui-ci s'était mis en pétard, l'attaquant séance tenante et lui compostant le fouettard. Loin d'être un acte isolé, ce furent 18 croupions profanés que la police recensa dans le village, tous du fait d'une bande de singes culottés et un peu en boule. Arrière-saison précoce ou lune inspirante, personne ne sait ce qui pousse les primates à grignoter les moutardiers des locaux. Alors si vous passez par là, rangez vos obusiers, messieurs dames, le quadrumane local grignote du pétrus comme d'autres des châtaignes. Affaire à suivre. Enfin... pour vous, de votre côté quoi, parce que moi perso, c'est bon, ça va aller. Quand je pense que des gens que je respecte et que j'admire aiment bien mes vidéos pour leur sérieux, eh ben... Ce n'est plus une surprise pour vous si vous me suivez depuis quelque temps et que vous connaissez cette rubrique, mais le catalogue des perversions, travers et énormes fails amoureux semble infini tant il est alimenté, quasi quotidiennement, d'improbables histoires. S'il est un fait avéré, par les simples faits, c'est bien la large mainmise de la jante masculine sur ces bizarreries et un manque total de parité dans l'aile étrange des aventuriers de l'évolution. Rassurez-vous mesdames, l'actualité vient combler ce vide abyssal et nous offrir une histoire digne de figurer au sommaire d'un éventuel recueil relié pleine peau de la déjà longue liste de chapitres d'Il était une fois au Japon. Je sais que vous n'êtes pas prête. Sasaki Akemi a 33 ans, elle est née et travaille à Tokyo comme employée dans une grande banque japonaise au logo bleu. Simple employée aux écritures, elle n'est pas vraiment intéressée par une carrière mais se passionne pour un sujet bien plus torride, les hommes. Et pourtant, à 33 ans, justement, Akemi n'en a aucun dans sa vie. Enfin, si, elle en a plein les pages des mangas érotiques pour hommes qu'elle dévore, plein son disque dur aussi, pas mal dans son lecteur DVD, mais toujours aucun dans son lit. Très occupée par son travail et souffrant d'une timidité maladive, elle n'a jamais vraiment osé adresser la parole à un collègue ou à un client qui lui plaisait et se contentait d'échafauder des scénarios qui, elle le savait, ne se réaliseraient jamais. Alors en 2020, fatiguée par cette solitude et cette frustration insoutenable, elle avait décidé de s'inscrire sur un site de rencontre et avait pris les plus belles photos d'elle possibles, puis attendu.
Pas franchement conforme au canon de beauté recherché par ces messieurs des internets, elle n'avait reçu que des réponses d'hommes très vulgaires, très laids et très mariés. Mais il en fallait plus pour décourager Akemi qui entendait bien trouver son prince charmant à tout prix. Depuis des années, elle puisait sa source de fantasmes dans les publications yaoi, ces mangas et animés qui mettent en scène des amours homosexuelles masculines, et se mit à penser qu'il lui faudrait plutôt chercher de ce côté-là, quitte à mentir un peu sur son profil. Après tout, se disait-elle, si l'on parle beaucoup et longtemps et qu'il tombe amoureux de moi, peu importe que je sois un homme ou une femme. Quelle bonne idée! Alors elle se créa un profil sur un site de rencontres gays, s'inventa une vie finalement assez proche de la sienne mais en version masculine et déroba la photo d'identité de l'un de ses collègues qu'elle apposera fièrement sur sa fiche. Très vite, elle reçut de nombreux messages, là aussi d'individus très vulgaires et très mariés. Mais un se détacha du lot et elle commença à entretenir avec lui une correspondance soutenue. Le belâtre et elle s'envoyaient des messages d'une rare intensité et elle se servait de ses lectures pour alimenter les détails, refusant toujours d'envoyer des photos. Le jour où il fallut enfin se voir, Akemi, prise de panique, proposa une forte somme d'argent aux collègues de travail à qui elle avait pris la photo en échange d'un dîner, prétextant ne pas vouloir être seule dans un restaurant, question d'étiquette. Le jeune homme des messages vint, vit l'homme qu'il convoitait assis à côté d'une femme et n'osa trop rien dire par politesse. Akemi lui avait donné une grosse rallonge en espèces pour qu'il acquiesce toute la soirée et tienne sa langue au bureau. Alors l'histoire inventée par la célibataire contrariée se monta semaine après semaine. Comme Cyrano, elle soufflait ses mots à son collègue et servait de chaperon dans une relation qu'elle voulait baser sur du sérieux. On ne couche pas le premier soir, ni le deuxième, ni le 10e d'ailleurs. Vite à court d'économie, Akemi se mit à emprunter un peu dans la caisse de la banque, puis un peu plus et un peu plus encore. Chaque samedi, elle donnait 200 000 yens, environ 1500 € à son complice, ses collègues et le trio écumait les restaurants gastronomiques de Tokyo. Mais voilà, en septembre 2021, la petite Akemi, un peu trop gourmande, endormit la grosse enveloppe de dépôt d'un commerçant client et une vilaine caméra de vidéoprotection la confondit, annulant son dîner du samedi pour un simple plateau repas au commissariat central. Alors, comme prévu et ignorant tout des déboires de sa camarade de travail, le jeune banquier vint dîner seul avec le jeune prétendant et c'est ce soir-là qu'ils conclurent. La petite banquière célibataire va pouvoir imaginer leur idylle du fond de sa cellule et, pourquoi pas, explorer une autre facette de sa sexualité. Affaire classée. Bon, il va peut-être falloir que je trouve des faits divers qui ne parlent pas de fesses, moi. Même l'attaque des singes de la semaine dernière, ça restait dans la zone. Ouais, tiens, il va peut-être falloir que je me pose des questions, moi. Ouh là, ouais. Le covoiturage est à la mode, que ce soit au Japon ou dans le reste du monde. Alors quoi de plus normal que nos amis les délinquants déficients, ceux qui font le bonheur de cette rubrique chaque semaine, n'en profitent eux aussi pour nous régaler avec leurs frasques burlesques, surtout quand celles-ci sont éco-responsables, enfin responsables. Amimoto Kazunari, 51 ans, est un être pragmatique. Artisan maçon zélé et d'un professionnalisme qui n'est plus à démontrer, il a lui aussi pris la crise dans les dents et vu ses affaires décliner petit à petit. Restrictions sur les matériaux, les salaires et bien sûr le gasoil. Alors quand on lui propose un chantier à 10 km de chez lui, il n'hésite pas un instant et fonce signer les précieux contrats avec ce client béni. Bon, certes, la camionnette n'a plus beaucoup de jus, mais avec la bénédiction divine qui semble lui tomber dessus, ça devrait bien se passer. Après tout, on exagère toujours sur la consommation des voitures. Roulant gaiement sur l'autoroute de Kyushu, notre Mozart de la truelle voyait déjà les zéros sur le chèque et les bouches de ses créanciers se fermer pour un temps. Mais au milieu de la voie rapide, ce fut l'œuvre du malin qui opéra, sans doute mu par la concurrence, il va sans dire. Après quelques tout-sautements et ratés, le carrosse d'acier fit quelques mètres en roue libre et s'arrêta là, assoiffé et vidé. Malédiction, plus d'essence. Mais alors qu'allait-il lui arriver et comment allait-il faire pour honorer sa promesse d'être une heure plus tard chez son client, lui l'homme de parole ? Mais, vous le savez bien, s'il est une chose aussi fiable que la capacité des humains à être débiles, c'est bien la serviabilité des forces de l'ordre japonaises.
Alors, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire vroom, une patrouille de la police routière vint sécuriser notre Michel-Ange du Moellon, garer son van magique sur la bande d'arrêt d'urgence et l'asseoir à l'arrière d'une voiture de police, un verre d'eau gracieusement offert en attendant le taxi. Il faudrait isoler cet instant où l'humain, face à un problème qui n'en est souvent pas un, a ce fameux déclic qui le fera tomber dans la débilité, lui ouvrant souvent un ticket pour les Darwin Awards. Assis dans cette Toyota au puissant moteur et flambant neuve, notre Einstein du parpaing eut alors une idée de génie, une épiphanie, de ces inspirations qui transforment l'homo sapiens abonné au gaz en demi-dieu du fait divers. Passant de la banquette arrière au siège conducteur, il boucla sa ceinture de sécurité et, jetant un regard furtif sur les gardiens de la paix qui s'affairaient à pousser sa camionnette sèche, tourna la clé, défiait le frein à main et passa la première. Il avait sa solution pour être à l'heure à son rendez-vous, voler une voiture de police et rouler à 180 sur l'autoroute. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Appréhendé 20 km plus loin par un véhicule d'interception rapide, le Da Vinci de la bétonnière qui voulait se transformer en Clyde Barrow des chambres des métiers risque de passer les prochaines années à l'abri du besoin, logé, nourri et blanchi par l'administration. Moralité, rien ne sert de courir, il vaut mieux faire le plein. Ah ben voilà, ça parle pas de fesses, c'est même un peu social, crise de l'énergie, tout ça. Ouais non en fait pas du tout, c'est encore un abruti qui fait des trucs débiles, mais bon c'est rigolo, je suis sûr que ça va faire rire tout le monde. Mais alors les gens rient du malheur des autres? Pauvre monde. Une voiture de flic, oh le naze. Vous le savez, l'insondable crétinerie du Sapiens est une source permanente de réjouissement et d'étonnement pour moi et je ne me lasse jamais de découvrir ces spécimens si particuliers que sont les spécialistes de la très mauvaise décision. Convenons-en, les temps sont durs, ce qui a été n'est plus et ce qui est à venir sera certainement moins bien que ce que l'on voulait. Ma bonne dame, il n'y a plus de respect pour les anciens, je suis bien d'accord avec vous et tenez, réservez-moi donc un canon. Au Japon comme partout, la crise frappe les plus faibles et nos chères têtes chenues ne font pas exception à la règle. Alors un peu partout dans le pays, on voit de charmantes mamies derrière les caisses des supermarchés, de sémis en papy nous remplir les sacs de courses et faire le plein de notre voiture, et quelques vétérans de la guerre du Pacifique nous livrer nos colis le dimanche soir. Tout cela est bel et bon pour le morlingue des cartes vermeilles, mais quid des papys feignants, des grands-mères tir au flanc et des ancêtres glandeurs. Mais surtout, à quel moment allons-nous rencontrer l'un de ces virtuoses de la connerie, de ces petits Mozart de la sélection naturelle? Rassurez-vous, j'ai trouvé notre nouveau champion de toute catégorie. Vous voulez savoir comment vous mettre et la mafia et la police à dos? Rassurez-vous, je vais vous donner la recette. Enfin, Hasui Yukihiko va le faire. Accrochez-vous à vos barboteuses, il va y avoir du ressac. Monsieur Hasui, 56 ans, est souvent un peu juste à la fin du mois, son petit salaire de magasinier ne suffit jamais à étancher sa soif d'enchères et sa collectionnite car oui, il succombe volontiers au charme d'eBay et de Yahoo Auction et accumule les objets et les dettes. Des placements pour l'avenir des enfants qu'il n'a jamais eu en somme. Récemment, ce bon Yukihiko a découvert Alibaba et sa caverne de rutilants objets contrefaits plus vrais que nature. Étonné de voir de telles merveilles à de tels prix, il se risqua à faire prendre des vessies pour des lanternes et négocia à bon prix de belles antiquités en carton-pâte vieillies par ses soins. Que ce commerce de dupes est bel et bon, se dit notre quinca flamboyant, et si je découvrais la niche, celle qui me rendrait riche en toute tranquillité et sans aucun risque. Et là, je sens que votre détecteur de prix Nobel bat la chamade. Alors ce brave Hasui, n'écoutant que son sens du commerce et du bon sens, se mit en quête des objets les plus recherchés et les plus chers sur les sites d'enchères. Bingo! De vrais petits Graal se vendaient à prix d'or et ne semblaient pas si compliqués que ça à fabriquer. Après tout, pour quelques milliers de yens, Alibaba vous fabrique ce que vous voulez. Il avait son idée pour devenir fortuné en toute sérénité. En 3 montages Photoshop et 4 clics, ils étaient prêts à être gravés, ces petits trésors. C'était décidé, notre lauréat du jour allait se lancer dans la contrefaçon et la vente d'insignes honorifiques et de plaques du clan Yakuza Yamaguchi Gomi. Comment est-ce que ça pourrait mal se passer? Et effectivement,
À peine mis en vente, les objets partaient comme des petits pains et les prix explosaient. Pendant des mois, les petits paquets partaient chez de fiévreux collectionneurs et l'argent rentrait. Vous la sentez venir la suite ? Mais parfois le hasard a du génie et notre boutiquier du chaos, insouciant et satisfait, se fit des camarades dans des milieux bien différents en seulement 48 heures, prouvant que l'on pouvait cumuler bêtise et insouciance sans trembler des genoux. Le 25 octobre, Hasui reçut une lettre manuscrite et fort belle, portant l'entête du clan Yamagochi-gumi et l'informant que, avertis de son brocantage, ils envisageaient fortement de le soulager de quelques membres et organes pour célébrer sa réussite. Il est fort à parier que notre entrepreneur n'a pas passé une nuit formidable, barbouillé à force de boulotter le pain de l'angoisse. Mais, et nous l'avons vu maintes fois ici, s'il est une chose aussi fiable que les chemins de fer nippons, c'est bien son admirable police. Alors, le 26 au matin, suite à de nombreuses plaintes et une enquête fouillée, les vaillants gardiens de la paix vinrent appréhender notre vil gredin dans son antre et le trouvèrent prostré, terrorisé, liquéfié et tellement reconnaissant de venir l'arrêter. Mis en examen pour escroquerie, il a été placé en détention provisoire et sous protection. Il risque de passer 2 ans derrière les barreaux et en sortant, l'éternité sous le niveau de la mer avec une belle paire de brodequins en béton. Moralité, bien mal acquis peut profiter, mais il faut faire vachement gaffe quand même. Eh bien voilà, encore un petit récit propre et tout, sans grivoiserie. Tiens, il est où au fait mon pins des Yamagochi-gumi ? Ah oui, c'est vrai, c'est ma femme qui l'a jeté parce qu'il lui faisait peur. Au fait, elle l'a vraiment jeté ou... Oh là là, je devrais aller voir son historique, moi, des fois, qui traînerait des devis d'Alibaba. Chérie ! Chérie ! Le Japon est le pays du monde à la plus longue espérance de vie, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Alors certes, on ne s'y marie plus beaucoup, mais ceux qui le font le sont pour longtemps. Très longtemps. L'ordre naturel des statistiques voudrait qu'il y ait plus de veuves que de veufs, mais il arrive que des marathoniens de la vie coiffent des marathoniennes au poteau d'une courte tête. C'est le cas de M. Ito Katsuo, 83 ans, un paisible retraité de Kyoto qui, en 2020, a perdu sa chère épouse Fumie, emportée par un Covid foudroyant à 81 ans. Confit dans le chagrin pendant quelques mois, notre octogénaire, toujours vert, avait rebondi en se disant que c'était peut-être un signe du destin qui le poussait à refaire sa vie. Après tout, Fumie et lui avaient cessé toute activité charnelle depuis des années et à la demande de sa chère disparue, mais lui, Katsuo, le vétéran, levait toujours haut les couleurs et n'entendait pas rendre les armes de sitôt. Mais les femmes de son âge étaient tellement assommantes et si peu attirantes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, et puis cela fait plus de 60 ans qu'il n'avait pas séduit une femme. Oh, après tout, la drague c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et justement, il y avait une femme qui hantait ses jours et ses nuits depuis quelque temps, une jeune femme de 28 ans, radieuse et souriante, qui avait toujours un mot gentil pour lui et le complimentait sur son élégance et sa forme physique. Pour lui, il n'y avait pas de doute, c'était un signe, il lui plaisait et, qui sait, se consumait de désir pour lui. La jeune patronne de restaurant n'avait que peu de loisirs, c'était du moins ce qu'elle lui disait lorsqu'il l'invitait à sortir, alors, qu'à cela ne tienne, il irait manger dans son établissement 2 fois par jour et ferait de ses repas de véritables rendez-vous amoureux. Alors oui, midi et soir, un gros bouquet de fleurs à la main et vêtu de son plus beau costume croisé, Katsuo rendait visite à sa belle, buvant chaque compliment sur ses fleurs ou son complet veston comme le plus doux des nectars. Ses sourires et ses mimiques amusées au moindre bon mot du sémillant ancêtre le faisaient entrevoir un morceau de paradis, sûr qu'il était que la belle se consumait d'amour pour lui. Mais voilà les semaines passant, la douce restauratrice raréfiait ses sourires et notre Don Juan chenu s'en trouva fort mari. N'ayant plus de temps pour lui parler, trop occupé à son service, il décida de l'appeler un peu le matin pour la complimenter sur la jolie robe qu'il lui avait vue porter en allant au travail, un peu le soir pour lui déclarer sa flamme. Bien sûr, il continuait de manger dans son estaminet chaque jour et lui portait des fleurs, des douceurs et toutes sortes de cadeaux. Après tout, il avait fallu en faire des pirouettes pour séduire Fumie, des mois à la courtiser et des tombereaux de fleurs avant qu'elle ne dise oui.
Mais les temps ont changé et le 9 novembre, alors qu'il attendait celle pour qui son cœur se consumait, l'ayant invité chez lui pour le thé, ce fut la police qui vint le cueillir comme les roses fanées qui encombraient le compost de la belle cuisinière. Ito fut placé en garde à vue après qu'une plainte pour harcèlement à son encontre n'ait été déposée par la jeune femme qui avait reçu, jour et nuit, 9000 appels téléphoniques, 6000 SMS, plus de 200 bouquets de fleurs et une centaine de lettres enflammées. Une mesure d'éloignement a été prononcée et le juge fixera une indemnité de dommages et intérêts dans les semaines à venir. Peu impressionné par cette mesure et le cœur brisé, l'ancêtre Fleur Bleue se meurt maintenant d'amour pour une belle caissière de supermarché qui, à n'en pas douter, lui fait les yeux doux. Moralité, pas trop quand même. Non. Eh bien voilà encore une petite news rigolote et mignonne. Ah mais attends, là les gens vont croire que je prends parti pour un harceleur. Ah oui mais non, enfin... Non, c'est pas... c'est compliqué. Et ma femme qui s'est barrée, à qui je vais demander conseil, moi. Chérie. Ah bah non, elle est plus là. Au Japon, on ne rigole ni avec la propriété, ni avec la destruction de biens. Les vandales qui s'essaient à ce petit jeu se mordent les doigts durablement et le paient souvent de leur liberté. Mais s'il est une chose à laquelle on ne touche vraiment pas, c'est bien aux fleurons de la culture locale et à ses symboles les plus éclatants. Je ne vais pas vous parler du temple d'Asakusa, du palais impérial de Chiyoda ou du Hotoke de Kamakura, non, aujourd'hui nous allons aborder l'un des vrais trésors de la culture japonaise, à savoir les mosaïques dans les films de fesses. J'entends d'ici vos oh d'admiration pour cette tradition ancestrale, mais ne vous emballez pas trop vite, car un gredin, un vaurien, que dis-je, un profanateur de civilisation a osé s'attaquer à cette richesse culturelle inestimable. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce triste cire dont je tairai le nom par égard pour l'humanité et la fibre artistique qui roupille en nous, et surtout parce que je ne le connais pas, ce gnome répugnant donc vient de se faire arrêter par notre belle police japonaise pour avoir détruit tout un pan civilisationnel en osant mettre au point un logiciel efficace qui détruit les mosaïques et en avoir tiré profit le monstre. Cette belle industrie altruiste et désintéressée qui ne cherche qu'à donner de la joie au plus grand nombre pour quelques pièces de bronze est toujours sous le choc et je ne peux que la comprendre et la soutenir. Qui n'aime pas voir de beaux pixels roses et bruns s'agiter devant ses yeux admiratifs, devant tant de beauté et de sensualité? Qui ne s'extasie pas devant ses jambes et ses torses qui émergent d'un nuage de petits carrés tout flous et tout mignons? Eh bien ce monstre froid et insensible, lui, non. Monsieur préfère exhiber d'horribles appareils reproducteurs mâles et femelles sans aucun remords et se faire payer pour ses forfaits. Adieu l'émotion de voir un boulard Roblox. Ce blob visqueux et sans âme a donc profané 60 classiques du Tetris pour adultes, vendant pour 1000 yens plus de 12 000 vidéos à ses 200 clients, certainement de dangereux terroristes adeptes de reproduction humaine sans rideau. Fort heureusement, le glaive de la justice implacable va envoyer durablement ce Ben Laden du monde Vénus derrière les barreaux, d'acier eux. Oui, mes amis, rassurez-vous, vous pourrez à votre guise transmettre à vos petites têtes blondes votre amour pour le tutu-pampan dans des cubes, cette belle spécificité japonaise que le monde entier nous envie. Et puis, monsieur le sans-cœur, dépixeliser les pornos, ce ne serait pas de l'appropriation culturelle, ça? Mouais. Ouais, j'ai appris un nouveau mot, alors je l'utilise. Ouais, complètement hors contexte. Et alors? Quoi qu'il en soit, soyez rassurés, braves gens, ces organes répugnants sont retournés là où est leur véritable place, derrière des apéricubes qui gigotent. Ah, et n'oubliez pas d'éteindre la lumière ce soir quand vous irez honorer madame ou monsieur. Vive l'empereur. Et voilà, ça devait arriver. On reparle de joufflu. Décidément, on va croire que je pense qu'à ça. Ah, mais si ça se trouve, c'est vrai en plus. Faudrait que je demande à ma femme, tiens. Chérie! Ah non, c'est vrai, elle est partie. Et tiens, c'est quoi ce DVD? La poissonnière a de gros... Oh, qu'est-ce que ça peut être? Voyons. Alors... Ibaraki est l'une de ces petites préfectures périphériques où il fait bon vivre.
Patrie des cuves de Brassin, des mondialement célèbres Sopadrai de chez Asahi et Ichiban Hibori de chez Kirin, terre sacrée des brasseurs de Nihonshu Kiuchi, Tsukinoi et Aoki, on peut le dire sans trop se tromper, on boit peu d'eau sur ce divin territoire. Ryugasaki, petite bourgade d'Ibaraki, ne fait pas exception à la règle et compte nombre de ses temples dédiés aux leveurs de coude et adorateurs de la dive bouteille. Les grands anciens de la Chopine vous le diront tous, il est certains breuvages qui vous font perdre la tête et vous plongent dans l'exploration improbable d'une réalité alternative, réservant donc leurs bienfaits à une certaine élite, de rouge bien entendu. Iwamoto Fumiyoshi, 62 ans, fait partie de ces orfèvres de la cuite et n'aurait pu rêver meilleur endroit pour peaufiner sa coupe rose et cette trogne si sympathique qui fait le charme des buveurs du matin. Charpentier de profession, il lui était bien arrivé de se gaufrer quelquefois d'une toiture les jours de grands vents éthyliques, mais la gravité n'est-elle pas plus dangereuse que le pinard finalement ? Bien sûr, les quelques véhicules automobiles qu'il avait courageusement écrasés contre des arbres pour en tester la résistance ne faisaient que lui rappeler l'étroitesse des rues et l'ingratitude des constructeurs face à son abnégation. Notre courageux athlète de l'habiture avait eu le bonheur de rencontrer sa muse, sa musette devrais-je dire, quelques années auparavant lors d'une fête de la bière, de ces petites escapades champêtres où l'on devise finement entre gens de bonne compagnie autour d'une bonne petite tartine de houblon. Hiroko, 52 ans, faisait partie de ces femmes si rares et si précieuses qui vouent à Bacchus le même culte qu'à Aphrodite et le coup de foudre fut immédiat et réciproque. Ils convolèrent en justes noces et bien vite purent explorer les rives moelleuses et fruitées des fleuves brassés et distillés de leur belle région. Mais en 2020, frappé par cette catastrophe mondiale que fut la fermeture des bistrots, notre couple sucré dut se résoudre à l'isolement. Adieu foire au Nihonshu, fête de la bière et dégustation fermière et bonjour cuite à la maison. Alors certes, si le bonheur conjugal est plus intense avec 3 grammes à chaque oreille, je suis le premier à le reconnaître, il faut bien dire que la promiscuité, en un mot, peut agacer certains travers taquins. Ainsi, le 20 décembre dernier, Hiroko et Fumiyoshi fêtaient leurs 10 ans de mariage et certes, ils n'avaient jamais eu de descendance, mais avaient enfanté des cuites historiques qui auraient mérité de figurer dans des albums colorés. Pour célébrer cette constance dans l'effort, nos petits génies de la Chopine eurent la brillante idée de faire un tour du Japon sans quitter leur fauteuil, acquérant auprès de leur caviste préféré un florilège de ce qui se fait de mieux dans tout le pays, de l'Awamori d'Okinawa au Kita no Homare de Hokkaido. Que cette soirée fut belle et pleine de saveurs exquises. Mais le vieil adage de Pline l'Ancien, in vino veritas, est aussi universel que l'alcoolisme et l'inévitable lavage de linge sale en famille pointe à son nez, l'heure et le taux d'alcoolémie passant. À l'habituel et rituel concours de mesquinerie conjugale succéda l'épreuve d'attaque sur le physique et les traditionnelles suspicions de libertinage délocalisé qui, il faut bien l'admettre, mettent en forme sur l'épreuve reine, celle du lancer de verre dans la gueule. D'après les juges arbitres locaux, ce fut Hiroko qui donna le coup d'envoi avec un splendide jet de verre au front, verre plein d'un awamori spécial à 55 degrés qui trouva refuge dans les cheveux et la chemise de Fumiyoshi. Notre champion enchaîna sur un lancer de whisky des plus acrobatiques qui vint napper la belle d'une robe dorée et aromatique. Les échanges furent vigoureux mais sportifs, et c'est d'un incident technique regrettable que vint la faute. Fumeurs invétérés, nos Roméo et Juliette du Jaja profitèrent de la mi-temps pour s'en griller une et ce furent eux qui s'allumèrent. Réveillant la flamme des premières nuits, l'expression « se torcher » n'eut jamais autant de sens que ce soir-là. La maison partit en fumée, nos petits piou-piou d'amour eurent le teint un peu plus râlé que d'habitude et leur maquillage de Freddy Krueger sera du plus bel effet au prochain Halloween. Mais rassurez-vous, braves gens, ils sont tous les deux sains et saufs, ça s'arrose, non ? Bon, moi ça m'a ému cette histoire, c'est beau cette communion autour d'une passion commune. Pour ça qu'elle s'est barrée ma femme en fait, parce qu'elle ne picole pas. Comme quoi la sobriété ça te détruit des familles, mais quel fléau. Dans cette rubrique qui, je le sais, est la préférée de beaucoup d'entre vous, j'ai pour habitude de me moquer un peu des criminels peu habiles et des champions de la crétinerie en tout genre,
Et je dois bien l'avouer, c'est une formidable occasion pour moi de détendre un peu ces petits satsujin souvent très éprouvants à écrire. Aujourd'hui, point de sarcasme ni de Darwin Award et je vous prie de m'en excuser, mais un récit qui m'a touché et ému au point de vouloir vous en parler ailleurs que dans une actu criminelle ordinaire. Alors, une fois n'est pas coutume, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme condamné dont j'espère la peine douce et courte et de retrouver le bonheur. L'affaire se passe à Iizuka, dans la préfecture de Fukuoka, endroit dont je vous ai déjà souvent parlé puisqu'il se situe à quelques encablures du village natal de mes enfants. C'est là que le 7 décembre 2021, la population effarée apprenait la condamnation d'un homme de 41 ans à 2 ans et demi de prison pour 250 cambriolages dans la région. Ce père de famille, connu et apprécié de tous, officiait depuis des années en toute discrétion et en douceur, volant aux riches pour donner à sa femme et à ses enfants. Son histoire avait mal commencé. Au sortir de ses études, il fut embauché par une entreprise de transport et perdit son emploi quelques mois plus tard suite à la faillite de son employeur. Sans revenu, il lui était arrivé de traîner avec une petite bande de désœuvrés et de commettre une paire de menus larcins dans des commerces de la région, infraction qui lui valurent une condamnation à du sursis et un solide rappel à la réalité. Ranger des voitures, il retrouvera un boulot de livreur et suivra une formation en informatique, trouvera l'amour et fondera une famille. De cette union naîtront 3 enfants dont il s'occupera avec la plus grande attention, s'impliquant dans les activités scolaires et les infrastructures locales. À la naissance de leur 2e enfant, notre homme laissera tomber son boulot de chauffeur pour se consacrer à la gestion de stocks en ligne et aux crypto-monnaies, assurant un meilleur train de vie à sa famille et leur payant les extras dont il rêvait. Il passait donc la journée chez lui, derrière son ordinateur, et allait se dégourdir les jambes, le soir venu, courant et se promenant dans les environs pour garder la forme. Le couple et leurs bambins vivaient donc dans le bonheur le plus parfait, et la petite communauté locale appréciait ce quadragénaire toujours souriant et serviable. Mais voilà, la réalité était tout autre et son talent de comédien équivalait bien celui de Montanlert. En réalité, il n'avait jamais quitté son travail de livreur, mais en avait été licencié suite à une réduction de personnel et la découverte par son patron de son passé et de son petit casier. Par orgueil ou crainte de perdre sa famille, il n'en avait jamais parlé à sa femme et avait réfléchi aux suites à donner à tout cela. Repensant à son passé de petit délinquant et abreuvé par la littérature policière, il avait craqué un soir d'été, se baladant dans un quartier chic de la ville et voyant la porte arrière d'une riche maison ouverte. L'occasion faisant le larron, il était entré, s'assurant que personne ne le voyait. En 5 minutes, il était tombé sur une petite boîte en plastique transparent, plein d'argent liquide, et avait fourré le tout dans sa poche. De retour chez lui, il compta et vit qu'il avait 400 000 yens en poche, soit environ 3 000 €, soit presque 2 mois de son ancien salaire. C'est alors qu'il inventa cette histoire de travail à domicile, puis petit à petit commença son quadrillage de la ville, choisissant les maisons des notables à qui l'argent ne manquait pas et peaufinant sa technique de fric-frac. Le soir, prétextant une balade digestive, il allait chercher un scooter électrique qu'il avait acheté en douce à Fukuoka et se rendait jusqu'aux maisons qu'il avait repérées, sachant les propriétaires absents. Vêtu de noir, un bonnet sur la tête, il enfilait des chaussettes par-dessus ses chaussures, enfilait des gants et entrait par des petites fenêtres à l'arrière des maisons, ne volant que de l'argent liquide ou des bons cadeaux non nominatifs. Nettoyant tout après son passage et laissant souvent une partie de ce qu'il convoitait, la plupart des gens ne se rendirent même pas compte qu'ils avaient été cambriolés. Prenant de l'assurance et voyant qu'il pouvait assurer le bonheur de sa famille sans vraiment nuire à son prochain, il étendra son territoire de chasse et préférera voler un peu, mais souvent, plutôt que de se lancer sur des gros coups. Tout cela durera 8 ans jusqu'à ce qu'un grain de sable ne vienne gripper cette machine si bien huilée. L'une de ses victimes, une femme d'une 60aine d'années qui venait de vendre sa chaîne de magasins de confection, était folle de ces bons cadeaux dont beaucoup de Japonais raffolent et les collectionnait maladivement. À plusieurs reprises, elle constata qu'il en manquait et soupçonna bien sûr sa bonne de les lui voler. En informant son fils, celui-ci installa une caméra de surveillance dans la chambre de maman et quelques semaines plus tard, notre Montanlert, qui venait régulièrement prendre 2 ou 3 de ses bons, se fit prendre la main dans le sac. Le lendemain matin, soit le 13 mai 2021, la police préfectorale vint le chercher à son domicile, fort heureusement après que ses enfants ne soient partis pour l'école. Il avoua tout très vite et expliqua les raisons de tout cela et, il faut bien le dire, obtint un verdict plutôt clément.
On estime son butin entre 2013 et 2021 à environ 50 millions de yens, soit près de 390 000 euros. Lors des audiences, sa femme vint témoigner en sa faveur et avoua qu'elle soupçonnait quelque chose, voyant qu'il y avait très peu de mouvements sur son compte en banque, mais ne voulant pas en savoir plus, elle ne posa jamais de questions à son mari. Il gagnait suffisamment sa vie pour offrir une vie décente à sa famille et même une voiture neuve, et d'après elle, sa gentillesse et sa prévenance excusaient tout. Après sa condamnation, l'homme a demandé à tous de préserver ses enfants et de ne pas leur dire où il était et ce qu'il avait fait. Soucieux de vite retrouver du travail à sa sortie de détention, il envoie chaque semaine des dizaines de CV dans des entreprises de transport, mais aussi de sécurité de toute la région. Sa femme, quant à elle, l'attend à la maison et l'assure de son amour éternel et sans faille. Voilà, je ne vais en aucun cas faire l'apologie du vol, juste vous dire ma compassion pour cet homme, à mon avis profondément honnête, mais surtout le symbole pour moi de ce que c'est que d'être père et mari, à savoir tout faire pour protéger les siens, même si pour cela il faut enfreindre quelques règles. Je sais que le gentleman cambrioleur a toujours eu l'indulgence du public et même fait chavirer quelques cœurs, alors s'il vous plaît, ne lui en voulez pas trop et demandez-vous ce que vous auriez fait pour les vôtres en pareilles circonstances. Allez, je vous promets de la gaudriole et de la poilade la prochaine fois.